avec les titres de cette actualité politique et parlementaire ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. La décision est prise en ce moment même. Le bureau du Sénat va trancher dans l'affaire Benalla. Les sénateurs doivent décider de poursuivre ou non Alexandre Benalla, Vincent Crase, ainsi que 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron, Patrick Sroda, Alexis Kohler et le général Laverne pour parjure. Décision à haute portée politique dans un contexte tendu entre le Sénat et l'exécutif. Le Sénat rejette la perspective d'une nouvelle taxe poids lourd alors que le gouvernement ces dernières semaines évoquait cette possibilité. Les sénateurs, en plein examen de la loi mobilité, refusent la perspective d'une nouvelle imposition sur les poids lourds. Pas question de convoquer le fantôme de l'écotaxe, dit la droite sénatoriale. Le gouvernement va-t-il toucher à l'âge de départ à la retraite? C'est Agnès Buzyn qui a lancé la polémique dimanche dernier. Pas question, lui répond Édouard Philippe. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a lui été moins clair. Un colloque est organisé aujourd'hui au Sénat sur la question, en présence justement de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. Le bureau du Sénat, à l'heure des choix, les 26 membres du bureau sont réunis en ce moment même pour trancher dans l'affaire Benalla. Les sénateurs doivent décider de poursuivre ou non Alexandre Benalla, Vincent Crase, ainsi que 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron, Patrick Sroda, Alexis Kohler et le général Laverne pour parjure. Décision à haute portée politique. Si le cas d'Alexandre Benalla semble tranché, celui des proches du chef de l'État font encore débat. Retour sur les enjeux de cette décision avec Quentin Calmet. C'est une réunion cruciale où chaque vote va compter. Car si sans surprise, les sénateurs devraient transmettre au parquet les soupçons de faux témoignages d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, c'est sur les soupçons de parjure des 3 hauts fonctionnaires proches collaborateurs d'Emmanuel Macron que le suspense reste entier. Alexis Kohler est le secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, le chef de la sécurité du président de la République, et enfin Patrick Sroda est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Les sénateurs les suspectent d'avoir retenu une part significative de la vérité devant la commission d'enquête. Mais faut-il pour autant les soupçonner de faux témoignages? C'est tout le débat au sein du bureau. Autour de la table, lors de cette réunion, 26 sénateurs, avec le président du Sénat, les vice-présidents, questeurs et secrétaires de la Haute Assemblée, chaque groupe politique étant représenté proportionnellement à sa taille dans l'hémicycle. Aucune certitude aujourd'hui sur l'issue de ce vote. Les sénateurs centristes ont publiquement pris position contre la transmission au parquet. S'agissant des collaborateurs du président de la République, sur des sujets qui me paraissent très mineurs, personnellement, je ne suis pas d'accord. Selon François Grosdidier, cette prudence chez certains sénateurs s'explique par les pressions exercées sur le Sénat. C'est évident qu'on a fait savoir à certains sénateurs qu'à la veille de la réforme constitutionnelle, eh bien, il serait peut-être mieux pour le Sénat de rester docile s'il ne voulait pas. Qui a fait pression Qui a fait pression? Je vous laisse l'imaginer. Un vote va être particulièrement scruté lors de cette réunion du bureau, celui de Gérard Larcher, le président du Sénat. Voilà, on poursuit l'actualité parlementaire et celle du Sénat précisément ce matin. L'œil 2 dans un instant, à tout de suite. C'est l'œil de Tam Tranui. Bonjour, vous êtes journaliste politique à Public Sénat et merci d'être là ce matin. Bonjour Tam, bureau du Sénat à haut risque, grande portée politique ce matin. Quel est votre pronostic? On le sait, pas beaucoup de suspense pour Vincent Crase et Alexandre Benalla. La question se pose pour les 3 autres collaborateurs mis en cause, les 3 autres collaborateurs d'Emmanuel Macron. Et oui, on l'a entendu dans le sujet de Quentin Calmet, il y a Alexis Kohler, Patrick Sroda et le général Laverne, c'est-à-dire le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et le chef du GSPR, ce groupe de sécurité du président de la République. La première précision, je n'ai pas de boule de cristal, donc j'ai à peu près une chance sur 2 de me tromper. Néanmoins, si on fait une petite projection, sachez qu'il y a 26 membres du bureau. Ils seront demain, ils sont aujourd'hui 25, car la sénatrice RDSE Mireille Jouve est en déplacement. Il faut donc seulement avoir 13 voix pour avoir la majorité. Les 7 sénateurs de gauche, on le voit ici sur cette image, c'est-à-dire les 6 socialistes et le communiste, ils vont voter pour la transmission de leur cas. Les 5 sénateurs centristes en bleu clair devraient voter contre, tout comme Jean-Marc Gabouty, le sénateur RDSE qui reste, ainsi que les sénateurs La République En Marche du bureau. Donc, grosso modo, on est à 7 partout. Tout dépend donc du groupe Les Républicains. Justement, logiquement, les sénateurs de droite, les sénateurs Les Républicains devraient voter pour. Ils devraient suivre l'avis de Philippe Bas, du président de la commission des lois, qui demande justement de transmettre ces cas à la justice. Logiquement, oui, surtout que Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains, a très clairement donné cette consigne. Il pousse pour transmettre les cas au parquet. Mais
Il y a un hic, c'est que de son côté, le président du groupe centriste Hervé Marseille, on l'a entendu dans le sujet, il n'a pas ménagé ses efforts pour allier la droite à sa cause. Sa cause, c'est de ne pas transmettre. Il a mené une contre-campagne très offensive ces dernières semaines. On l'a vu chaque semaine à l'issue des questions d'actualité au gouvernement, dire tout haut à de nombreux collègues, à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, qu'il ne faut pas transmettre ces cas à la justice et que d'ailleurs faire changer d'avis à un certain nombre de sénateurs du groupe Les Républicains, c'était facile, c'était quasiment déjà fait. Info ou intox, en tout cas ce que l'on sait de façon certaine, c'est que sa campagne, elle n'a pas du tout plu à certains membres de la commission d'enquête qui disent en off que cette attitude, elle est indigne. Alors, autre point important à souligner, c'est une centriste, Valérie Létard, qui est chargée de faire le rapport sur cette question. Et justement, là, on peut se poser, est-ce que ça aussi, ça peut faire pencher la balance pour ne pas transmettre les cas des hauts fonctionnaires de l'Élysée. On peut penser qu'elle a le même avis que son président de groupe, mais cela n'est pure que spéculation. Le secret est très bien gardé sur son rapport, rien n'a filtré. Mais à ma connaissance, elle n'a consulté ni les rapporteurs, ni le président de la commission d'enquête. Et d'ailleurs, ça ne leur a pas fait très plaisir. Contrairement à Gérard Larcher, au président du Sénat, qui lui va bien prendre part au vote. Oui, d'ailleurs, on pensait hier en début d'après-midi que ça ne serait pas le cas, qu'il n'allait pas voter, qu'il serait en quelque sorte au-dessus de la mêlée. Et bien finalement, si. On sait, vous l'avez dit, qu'hier, le président du Sénat s'est entretenu avec le président de la commission des lois, Philippe Bas, avec les rapporteurs, c'est-à-dire le socialiste Jean-Pierre Sueur, la sénatrice Les Républicains Muriel Jourda. Son vote, il va avoir une influence majeure, car le vote, il est à main levée. On voit mal tous les sénateurs de droite s'opposer à la voix du président du Sénat. En tous les cas, quoi qu'il arrive, je précise qu'il s'agit simplement de transmettre ces cas à la justice. Les sénateurs ne sont pas des procureurs et c'est à la justice et à elle seule de dire s'il y a eu réellement faux témoignage. Merci Tam. Voilà, la décision va donc tomber d'ici quelques instants maintenant. Merci beaucoup. Voilà, et dans l'actualité parlementaire, le Sénat rejette-t-il la perspective d'une nouvelle taxe poids lourds, Saveria ? Alors que le gouvernement, ces dernières semaines, évoquait cette possibilité, à l'instant Emmanuel Vargon, sur ce plateau, dit que c'est plutôt une bonne idée. Les sénateurs, en plein examen de la loi mobilité, ont refusé la perspective d'une nouvelle imposition sur les poids lourds. Pas question de convoquer le fantôme de l'écotaxe, dit la droite sénatoriale Quentin Calmet. Au deuxième jour de son examen, la loi mobilité patine. Nous avons voté 30 amendements en 4 heures et qu'il en reste 750. Au cœur de la discussion en séance, la question du financement des projets de transport. Depuis le début de l'examen de la loi, on sait qu'il manque plusieurs centaines de millions d'euros. Alors hier, tous les groupes ont avancé leurs propositions pour boucler ce budget. Une proposition revient beaucoup, celle de taxer les poids lourds, mais comment éviter pour autant de pénaliser les entreprises de transport françaises ? Il n'est pas possible, au regard du droit européen, d'écrire dans un texte de loi qu'on va faire payer les poids lourds étrangers et pas les poids lourds français. Depuis le début de l'examen du texte, la ministre refuse de trancher sur la question du financement. Le débat est ouvert, c'est un sujet qui a été abordé à l'occasion du grand débat, mais je pense qu'il reste de nombreux points à examiner qui doivent être débattus dans les suites du grand débat. Des sénateurs de gauche comme de droite, agacés hier par le flou entretenu par le gouvernement. On est là censé être une loi d'orientation des mobilités pour l'avenir de la France. Et là, on attend les bons vouloirs du président de la République qui, après le grand débat, va nous sortir je ne sais quoi de son cerveau fécond. Moi, je voudrais juste regretter, Madame la Ministre, que vous n'ayez pas été plus transparente sur les intentions du gouvernement. Parce que c'est vrai que dire on attend la fin du grand débat pour dire comment on va trouver les 500 millions, je trouve que c'est un petit peu court. Je vous dis, Madame la Ministre, pourriez-vous légèrement vous dévoiler aujourd'hui sur les intentions du gouvernement ? Une ministre qui hier n'a pas souhaité dévoiler les intentions du gouvernement, malgré les nombreuses relances des sénateurs. Si vous n'entendez pas, Monsieur le Président de la Commission dit qu'il a pris un râteau. Donc je le laisse à ses considérations. Le gouvernement va-t-il toucher à l'âge de départ à la retraite ? C'est Agnès Buzyn qui a lancé la polémique dimanche dernier. Pas question, lui répond le Premier ministre Édouard Philippe. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a lui été moins clair. Un colloque est organisé aujourd'hui au Sénat sur la question, en présence justement de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites. Cécile Sixon. Repousser l'âge de la retraite, Agnès Buzyn a d'abord dit oui. Je ne suis pas hostile, pourquoi ? Nous savons aujourd'hui que les retraites que vont prendre les actifs d'aujourd'hui vont durer 20, 25, 30 ans. Mais hier, elle a fait volte-face, le dossier n'est pas sur la table.
aucune modification de l'âge minimal de l'âge minimal de départ à la retraite n'est envisagée, ni sur la table des négociations. La ministre de la Santé a-t-elle donc dérapé en parlant du recul de l'âge de la retraite? Il semblerait que non. Depuis, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, mais surtout le Premier ministre, estiment nécessaire que le débat sur la question soit posé. Se poser la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps pour que le fruit de ce travail plus long finance ces besoins considérables d'investissement et de prise en charge de la diminution du reste à charge est une question parfaitement valide. Madame la députée, ce qui m'inquiéterait serait qu'on ne se la pose pas. Le gouvernement doit éviter de revenir sur la promesse d'Emmanuel Macron. En campagne, il avait assuré ne pas vouloir revenir sur l'âge légal de départ en retraite à 62 ans. Voilà, c'est le moment du face-à-face dans un instant. À tout de suite. La deuxième interview politique de cette émission, c'est Face à Face. Ronan Dantec, sénateur écologiste, mais rattaché au groupe RDSE de Loire-Atlantique. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Absolument, soyons précis. Bonjour Ronan Dantec, merci d'être là ce matin. Tous les regards sont tournés au moment où on parle vers le bureau du Sénat. Les 26 membres sont réunis pour décider de transmettre ou non à la justice les cas d'Alexandre Benalla, de Vincent Crase et des 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron. Dans l'affaire Benalla, quelle est votre position? Est-ce que le bureau du Sénat doit transmettre ou non ces cas à la justice pour parjure? Je crois que Gérard Larcher a dit le droit, rien que le droit, tout le droit. C'est la seule position possible. Donc ce matin, il y a d'abord le rapport de Valérie Létard qui analyse aussi les conclusions de la commission d'enquête et le bureau va se déterminer ensuite. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce rapport de Valérie Létard. Je pense qu'effectivement, il faut absolument que cette décision n'apparaisse pas comme une décision politicienne dans un sens ou dans l'autre, pour ou contre l'Élysée. Donc ça, c'est un peu le rapport de Létard qui le dira. Contredire les conclusions de la commission serait une erreur, dit Bruno Retailleau, le chef de file de la droite sénatoriale. S'il ne le fait pas, est-ce que le Sénat se déjuge lui-même, puisque le rapport de Philibat va dans ce sens-là? Oui, mais on voit bien que Retailleau, qui est quand même dans une opposition frontale au gouvernement, veut que ce soit transmis. Les centristes qui sont plus bienveillants ne veulent pas. Moi, je ne veux surtout pas qu'on soit dans cette situation d'une lecture purement politique. Et c'est pour ça que je crois que, par exemple, moi, je ne me positionne pas... La lecture politique, personne ne peut la nier. François Grosdidier l'a dit sur ce plateau même, beaucoup ont subi des pressions. Est-ce que ça vous choque que des sénateurs aient subi des pressions sur cette décision? Ça, c'est lui qui le dit. Vous pensez que c'est faux? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'en ai pas reçu, mais je suis pas au bureau. C'est toujours compliqué. Je vais vous raconter une histoire. J'étais rapporteur de commission d'enquête sur les grandes infrastructures et sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai en face de moi le directeur de Vinci, le préfet, les partisans du projet. Je leur demande combien d'hectares de terres agricoles il faut pour les mesures compensatoires. Ils me répondent 1000 hectares. Moi, j'ai en face de moi le papier des bureaux d'études, de leur bureau d'études, qui disent il faut 3000 hectares. Est-ce qu'on transmet à la justice? On n'a pas transmis à la justice. Parce que où est la limite entre le faux témoignage, l'omission, le mauvais renseignement? Ce sont des qualifications pénales, justement. Donc, je crois que c'est la loi, rien que la loi. Il y a une première analyse de la loi qui est faite par le Sénat. Et puis surtout, il faut insister là-dessus, c'est le parquet derrière qui sera saisi. Absolument. Venons-en maintenant à votre actualité. L'actualité au Sénat, c'est la loi mobilité, la loi sur les transports de demain qui est en examen, en première lecture au Sénat. Le Sénat a rejeté la perspective d'une nouvelle taxe poids lourd. Pas question de convoquer le fantôme de l'écotaxe, dit la droite sénatoriale. Ça vous déplaît, j'imagine, en tant qu'écologiste? Je l'ai évoqué même nommément à un moment du débat. Alors c'est un peu plus compliqué, puisque Elisabeth Borne, mais c'est très bien montré dans votre reportage, n'a pas répondu à la question de la taxation. Emmanuel Vargon, à l'instant sur ce plateau, la secrétaire d'État à l'écologie, a dit que c'est plutôt une bonne idée, que le gouvernement y réfléchit. Il y a une proposition sur la table du gouvernement. Ils n'ont pas voulu la sortir au Sénat. Il faut bien comprendre quand même qu'il manque 500 millions d'euros pour financer le plan d'investissement sur les infrastructures,
qu'il y a au moins 300 ou 400 millions d'euros qui sont allés chercher sur les camions étrangers qui traversent la France sans payer leur contribution, puisqu'ils ne font pas le plein en France. Donc ils ne payent pas la TICPE. C'est que cette écotaxe, elle concernerait les poids lourds, mais les poids lourds étrangers. Oui, mais c'est depuis le début. C'est vers ça qu'on se dirige ? Je ne sais pas exactement, puisqu'il y a aussi des oppositions des transporteurs français à toute nouvelle taxation du transport routier. Donc je ne sais pas où en est, en fait, Elisabeth Borne de sa négociation avec les transporteurs routiers, parce que c'est ça certainement le point clé aujourd'hui. Mais je crois que là, il y a une injustice, de même qu'il y a une injustice sur la non-taxation du transport aérien sur ses émissions de CO2, et que si on regarde ces deux injustices-là, la non-contribution du transport routier international à l'entretien des routes et le transport aérien, on retrouve les 500 millions qui manquent pour justement financer les trains du quotidien, les nouvelles infrastructures ferroviaires dont on a besoin. De façon générale, Ronan Dantec, est-ce que cette loi, la loi sur les mobilités, est une loi qui est assez verte sur les transports de demain? Est-ce que c'est une loi qui est assez verte à votre goût? Alors, une loi n'est jamais parfaite. Elle ne va jamais assez loin, surtout avec cette priorité sur le climat. Je rappelle quand même que les émissions de gaz à effet de serre liés au transport en France ont augmenté ces dernières années. Donc on a une véritable urgence. Ouais. Néanmoins, c'est quand même une loi. 30% des émissions de CO2 sont dues au transport en France. Et augmente. C'est un chiffre énorme. Et augmente. Je crois que la loi va dans le bon sens sur le fait qu'Elisabeth Borne a rompu avec ce qui était la philosophie précédente de la LOTI, qui a 35 ans, à la dernière grande loi d'orientation, sur le fait que priorité aux mobilités du quotidien et pas uniquement aux nouvelles grandes infrastructures, même si hier après-midi on a eu droit à la litanie de tous ceux qui veulent un nouveau TGV, une nouvelle autoroute. Donc la loi va dans le bon sens dans ce sens-là. Elle va dans le bon sens en donnant les clés aux collectivités territoriales d'organisation de la mobilité, notamment le couple région-intercommunalité. J'ai réussi à passer beaucoup d'amendements avec le soutien de Didier Mandelli. On a un rapporteur très ouvert sur cette loi, sur le fait de mieux articuler les questions climatiques entre les plans climat des intercommunalités et les plans de mobilité, donc d'avoir une cohérence d'action des collectivités sur ces sujets. J'espère passer d'autres amendements aujourd'hui sur l'accélération de la mutation de la flotte, puisqu'il faut sortir du thermique. Par contre, dans les points discutable et qui pose question, c'est la disparition, alors que c'était dans le plan climat de Nicolas Hulot, de l'interdiction des véhicules thermiques en 2040. Là, le gouvernement a plutôt rétro-pédalé et on ne donne pas le signal aux constructeurs automobiles. Justement sur cette question, sur ce recul sur les véhicules thermiques. On va attendre, puisque l'amendement n'a pas encore été discuté, mais on sent bien une frilosité, on sent bien, on a vu Tavares, le patron de Peugeot, monter au créneau, qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont plutôt tendance à ralentir une mutation nécessaire. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Les constructeurs français sont plutôt bien placés sur cette mutation, à l'inverse des constructeurs allemands. Donc il faut qu'ils y aillent, qu'on les soutienne dans cette mutation et qu'ils ne jouent pas la montre. Ça pourrait leur être extrêmement défavorable. Ronan Dantec, j'aimerais vous entendre sur une proposition faite par Olivier Faure hier. Il a déclaré vouloir un impôt sur la fortune vert, un ISF vert. C'est de nouveau cette idée d'écologie punitive. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller quand on parle impôts, taxes et écologie? Alors, il ne faut pas qu'on mélange tout. Moi, je crois d'abord qu'il faut une tranche supérieure d'impôts. Et je rejoins là-dessus plutôt la proposition de Laurent Berger. Ce sont des questions fiscales, mais est-ce qu'il faut un ISF vert, comme le propose Olivier Faure? Moi, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut un ISF tout court. D'ailleurs, j'avais signé la pétition en ce sens, qu'il faut être plus redistributeur. C'est quand même la question de la période, qui est bien plus importante que l'affaire Benalla. Est-ce qu'on va sortir du grand débat avec une société qui protège plus ceux qui se sentent aujourd'hui en précarité ou menacés? C'est ça la vraie question. Donc, une tranche supérieure d'impôt, ça me semble la bonne solution. C'est ce qui est porté notamment par Berger. Évidemment, une fiscalité carbone. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas accepté notre proposition d'indexer la taxe Chirac sur les billets d'avion sur le prix du carbone. Ça aurait réglé la question. On a bien vu les Gilets jaunes monter beaucoup au créneau sur cette question-là. Donc il faut une fiscalité carbone juste et qu'elle soit un des outils de la redistribution. Mais répondez-moi sur l'ISF vert. Est-ce qu'il faut un ISF vert? Non, je ne crois pas. Il faut un ISF et une fiscalité écologique. Mais mélanger les deux, je pense que c'est pas lisible. Parce qu'on retombe dans l'écologie punitive. Non, mais l'écologie, elle est d'abord protectrice. C'est ça l'écologie. L'écologie, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Moi, je suis grand-père depuis 2 jours. Donc, c'est de la protection, l'écologie. C'est pas de la punition. Ceux qui voient de la punition dans l'écologie sont ceux qui ne veulent pas changer leur situation personnelle, qui est d'être plutôt des gagnants de la mondialisation, mais sur une planète qui s'effondre. Donc, c'est gagnant à court terme. Donc, c'est ça l'écologie.
Ronan Dantec, ce que je crains, ce serait absolument désastreux, et c'est l'écolo de service qui le dit, c'est que l'on fasse apparaître la fiscalité écologique comme un moyen de rééquilibrer le budget de l'État. Point. Je crains une levée de bouclier massive contre cette mesure. Vous déclariez ça en novembre 2017, cette mise en garde. Donc c'était très tôt, bien avant la crise des Gilets jaunes. D'où vous est venue cette prémonition? Ouest France le rappelle là, dans un papier. Vous m'aviez même qualifié de Madame Irma sur Public Sénat. Parce que tout simplement, on vit sur des territoires. On connaît la France, on connaît nos territoires. Moi, je vois bien. Là, c'était précis, c'était là-dessus que vous aviez alerté. Moi, sur cette fiscalité. Je suis élu de la métropole de Nantes et sénateur du département de la Loire-Atlantique. Donc, tous les gens qui vont travailler à Nantes le matin, qui font 20, 30, 40 kilomètres le matin et le soir, pour des salaires plutôt modestes, puisque les gens qui ont des gros salaires peuvent rester dans Nantes. Ces gens-là, effectivement, je les vois, je les rencontre, et ils disent leurs difficultés. Et quand j'ai interpellé Darmanin, qui a répondu en haussant les épaules, pourquoi pas, parce que vous donnez la fin de l'histoire, pourquoi pas de nouveau la révolte des bonnets rouges, bien vu Gérard Darmanin, c'est que je crois qu'aujourd'hui, et c'est toute la question du grand débat, on ne s'aperçoit pas à quel point il y a une France en souffrance, qui se sent très menacée en se disant au premier pépin, divorce, maladie, chômage, je ne peux plus payer ma maison, et que si on ne répond pas à cette France-là, y compris avec une fiscalité écologique redistributrice, alors on va rater le débat et on peut avoir des moments très difficiles. Ronan Dantec, sénateur écologiste, mais rattaché au groupe RDSE de Loire-Atlantique, et félicitations, vous êtes grand-père depuis 2 jours, donc merci. Ça va rien l'agenda du Sénat. À suivre, bien sûr, en ce moment même, ça se passe en ce moment même, c'est le fameux bureau du Sénat sur les suites à donner au rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Nous en parlerons bien sûr dans nos prochaines éditions. À 14h30, un grand colloque sur la réforme des retraites. La parole aux partenaires sociaux organisé par la commission des affaires sociales, en présence notamment de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. Et enfin, à suivre bien sûr à 15h en séance, à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Actualité chargée, merci Saveria. On passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, on démarre avec la une de la Provence. La sous-vaccination en France, le doute peut tuer. Alerte rouge sur la sous-vaccination. La méfiance à l'égard des vaccins a des conséquences désastreuses. La rougeole est en pleine recrudescence. Elle a fait 4 victimes depuis 2018. Les parents qui refusent la vaccination mettent-ils en danger leurs enfants? En France, le taux de vaccination se situe en dessous de 80% de la population. Très insuffisant quand la couverture vaccinale doit atteindre 95%. Pour envisager une éradication, un mal donc bien français, récemment pointé par l'Organisation mondiale de la santé. La France ferait partie, selon l'OMS, aux côtés du Brésil et de l'Ukraine, des 10 pays responsables de la recrudescence de la rougeole dans le monde. On en parlait au début de cette édition, c'est à la une du Télégramme. Le Grande America, vous le savez, c'est ce navire qui a échoué au large du Finistère. Et si nos côtes étaient souillées, c'est à la une du Télégramme. Les experts pensent maintenant que le fioul lourd échappé des soutes de l'épave pourrait atteindre les côtes dans une dizaine de jours. Le maximum est réalisé pour le récupérer en mer. Malgré justement une mer agitée et un vent soutenu, les opérations de dépollution se poursuivent sur la zone du naufrage. À plus de 300 km au large de La Rochelle, les conditions météorologiques ont permis des opérations de récupération de la pollution plus efficaces que les jours précédents. Et puis à la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA, c'est le Brexit, ça passe ou ça casse? Le Royaume-Uni ne quittera pas l'Union européenne le 29 mars, la date initialement fixée pour ce départ. Déclaration de Theresa May cette nuit. Ce report est une source personnelle de regret, explique la première ministre britannique. Theresa May qui a demandé à l'Union européenne d'autoriser la Grande-Bretagne à repousser le Brexit de 3 mois. Réunis en sommet, les dirigeants européens seront appelés à se prononcer aujourd'hui. Et puis Sud-Ouest, pourquoi la terre a tremblé avec un séisme hier? La terre a tremblé hier matin aux alentours de 11h en Nouvelle-Aquitaine, depuis la Charente-Maritime jusqu'au sud de Bordeaux. Un séisme d'une magnitude de 4,9 à 5 a été ressenti en fin de matinée. Un événement
exceptionnel, assure le bureau sismologique. Un événement qui ne s'était plus produit depuis le 19e siècle. Selon les spécialistes, des secousses ont été ressenties dans les maisons, mais ni dégâts ni victimes ne sont à déplorer. Et puis Zadig, oui. Zadig, vous vouliez en parler. Voilà, on termine avec une nouvelle revue qui sort aujourd'hui. On salue la naissance d'une nouvelle revue. Aux commandes, Éric Fotorino, l'ancien directeur du journal Le Monde, créateur du 1. Zadig se donne pour mission de mettre en mots la France, de mieux raconter la France avec des reporters, des historiens, des géographes, des démographes, des intellectuels, des dessinateurs. Zadig, c'est toutes les Frances qui racontent la France. Au menu de ce premier numéro, Réparer la France, Mona Ozouf, Leïla Slimani, Marie Desplechin ou Pierre Rosanvallon, pour n'en citer que quelques-uns. Zadig est en kiosque et en librairie dès aujourd'hui. Et puis il est lourd, il y a beaucoup de pages. Oui, absolument, c'était comme un livre. Merci Saveria, merci pour cette actualité parlementaire chargée, évidemment qu'on suivra sur Public Sénat toute la journée avec vous, et à demain pour la suite de ces affaires parlementaires. Dans un instant, c'est la météo des territoires de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'outre-mer. Puis on regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques, notamment le débat qui a eu lieu, et puis aussi dans les matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle pour sécuriser les points fixes et statiques conformément à la mission du dispositif Sentinelle. Jamais en France, je crois, l'armée a été utilisée pour des missions de maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. Je crois que même De Gaulle, en 68, ne l'avait pas sollicité. Ce n'est pas la mission première et les militaires ne sont pas faits pour maintenir l'ordre. On envoie un message qui, pour moi, relève plus de la communication que de l'action. On est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. François Bayrou, je ne vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois qui se passe après, et des François, semaines qu'est-ce qui se passe? et des mois. Personne ne peut considérer que l'armée républicaine peut être dressée contre le peuple français, même s'il y a des casseurs. Quel symbole épouvantable! Je préfère que ce soit nos forces de l'ordre et nos militaires qui assurent la sécurité plutôt que les commerçants qui n'en peuvent plus et qui prennent les armes pour aller justement attaquer les assaillants. Vous savez, le moment qu'on vit, cette crise généralisée, c'est pas simplement quelques mesurettes qui vont permettre de sortir par le haut. C'est une injonction à changer de modèle. Et je pense que c'est salutaire. C'est-à-dire que plutôt que de considérer ce moment comme une menace, il faut le considérer comme une opportunité. Ce que demandent les Gilets jaunes est juste. Alors, le seul moyen, M. Guérini, et je l'ai dit au président de la République, il faut opérer une dissolution de l'Assemblée. Se poser la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps pour que le fruit de ce travail plus long finance ces besoins considérables d'investissement et de prise en charge de la diminution du reste à charge est une question parfaitement valide. On voit bien qu'Emmanuel Macron reviendra sur un de ses engagements de campagne, puisque je le rappelle, son engagement de campagne, c'était de ne pas repousser l'âge du départ à la retraite. Et visiblement, ils ont quand même ça en tête. La réforme des retraites, ce n'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est que tout le monde ait la même retraite. Et après, il y a d'autres sujets, comment financer la dépendance et le grand âge. J'entends cette tarte à la crème sous tous les gouvernements depuis des années. Mais personne ne parle de la réalité. C'est que pour travailler plus longtemps, il faut encore avoir un boulot. Quand on se contente de verser le RSA, on ne fait pas ce qu'on doit faire.
Et je me bats depuis longtemps pour qu'en contrepartie du RSA, on puisse demander les heures de travail. Bah tiens. Je crois que si on ne redonne pas plus la parole aux Français entre 2 élections présidentielles, alors on n'aura pas complètement répondu à leurs aspirations. Voilà, c'était une émission un peu spéciale aujourd'hui, réalisée en partenariat avec la presse quotidienne régionale, avec les télés locales de France et le réseau Via Télévision, et avec les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, sans oublier TV5 Monde. TV5 Monde d'ailleurs, qui sera également demain le diffuseur de l'édition de demain vendredi. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain. Bonne journée à tous.